Bon, oui, je vais vous parler un peu de Gustave Eiffel, le scientifique. Mais avant de commencer, je voudrais quand même rappeler quelque chose sur la tour Eiffel. Parce que depuis que je fais des conférences et des visites, chaque fois on me pose la question, est-ce que la tour Eiffel est sur Vérin? Il paraît que les gens ils pensent qu'elle est sur Vérin. Alors je peux vous dire, elle y était au départ de la construction, et au moment où on a relié les 4 piliers pour faire le premier étage, on a supprimé les vérins, et donc la tour Eiffel, elle est fixée au sol, et on ne peut pas la bouger. Après, la deuxième question qu'on me pose souvent, c'est que, bon, ils disent, quand il y a du grand vent, le sommet il bouge de 50 cm à 1 mètre. Alors je dis non, le maximum qu'on a mesuré avec le vent, c'est 15 cm, et avec la dilatation, ça décrit une ellipse, et le grand axe fait 18 cm. Voilà. Voilà, donc, maintenant je vais vous parler de Gustave Eiffel, le scientifique. Voilà. Alors, c'est pareil que je vous laisse lire ça. Depuis que je fais des visites, je me suis aperçu que les gens, ils connaissent que le tour Eiffel, et ils connaissent Eiffel, le magicien du fer, les constructions métalliques et tout ça. Mais ils ne savent pas que Gustave Eiffel, c'était un des précurseurs de l'aérodynamique expérimentale. Et ça, tout le monde l'a oublié. Il a fait énormément de travail pour l'aéronautique, et vraiment, on a oublié tout ça. Je vais tenter donc aujourd'hui de l'histoire de Gustave Eiffel, aérodynamicien. Comme il disait, le vent, mon ennemi, disait-il souvent, préoccupé par l'action du vent sur ses constructions. C'est ainsi qu'il va d'abord partir de sa tour, étudier la résistance de l'air, puis ensuite une soufflerie qu'il installe au Champ de Mars, et enfin une soufflerie rue Palot aux performances améliorées et qui tourne encore aujourd'hui. Ces études sur le vent, donc c'était le vent, la résistance de l'air, l'ont conduit naturellement à élargir ses recherches et participer ainsi d'une manière active au développement de la météorologie. Voilà, alors, les 4 périodes que je vais vous réexpliquer maintenant, c'est donc de 1892 à 1912, il a fait donc l'étude météorologique. En 1903, ils sont venus le voir pour tester des profils d'aile, et ça, donc d'abord il a cherché son coefficient, que je vais vous expliquer tout à l'heure, et il a fait ça entre 1903 et 1906, un appareil spécial qu'il a fait expérience sur la tour Eiffel. En 1909, c'est là qu'à la tour, on est venu voir, c'est Préquet qui est venu le voir pour tester un profil d'aile. Et ça, il ne pouvait pas le faire avec son appareil. Et donc, il a étudié avec ses ingénieurs, M. Ritt et M. Laprelle, et ils ont construit la première soufflerie sous la tour Eiffel en 1909, et elle a fonctionné jusqu'en 1911. Et après, il a vu que cette soufflerie était un peu trop petite, et elle était obligée de quitter le Champ de Mars parce que la ville de Paris voulait récupérer le terrain. Et c'est là qu'il a construit et étudié une nouvelle soufflerie beaucoup plus performante et qui a construite en 1912. Elle a fonctionné jusqu'en 1921 sous l'égide de Gustave Eiffel. Et comme je vous disais tout à l'heure, elle fonctionne toujours. Alors, voilà. La connaissance par Eiffel des effets du vent sur ces structures métalliques l'ont conduit progressivement à étudier tous les paramètres de la météo. À cet effet, il a procédé à l'installation de nombreuses stations météo, dont certaines équipées d'enregistreurs, ce qui était nouveau. Alors, la première qu'il a installée, c'était au niveau de la tour Eiffel, au 3e étage, et j'ai trouvé dans les archives un dessin croquis, je pense qu'il était fait par Eiffel, et il explique tout ce qu'il faut mettre en haut sur la tour, et dans un livre que j'ai trouvé après, j'ai vu que tout ce dessin est reproduit dans le livre. Et c'est ça qui était installé au premier lieu en haut de la tour Eiffel. Et il a équipé donc à la tour Eiffel des enregistreurs et qu'il a emmené toutes les informations dans la salle des enregistreurs près de la tour Eiffel. Et je vous signale tout de suite, la météo à ce moment-là avait très peu de stations qui étaient équipées avec des enregistreurs. Et c'est Eiffel qui a dit ça ne marche pas, il faut des enregistreurs. Et finalement, c'est lui qui a acheté des enregistreurs et il a installé au pied de la tour Eiffel tout ce local-là avec tous ces enregistreurs que c'est venu de Eiffel.
Voilà. Et après, il a installé dans ses villas, la première à Sèvres, dans sa villa, il a installé sur le toit une station météo équipée avec des enregistreurs. Et voilà la salle où il y avait les enregistreurs au niveau Sérou. Et il y avait une villa à Beaulieu de sa fille Claire. Il a également installé une station météo. Il y avait son fils qui avait une villa à Blumenach. Et c'est la villa, il a appelé ça la villa Kervel, la villa du vent, la maison du vent. Et à Bordeaux également, il y avait un autre fils qui avait une propriété, qu'il a installé une station. Et en plus, il a payé des gens pour essayer de récupérer des informations sur 25 stations de la météo. Et certaines qu'il a équipées avec des enregistreurs également. Et donc, il a compulsé tous ces résultats-là. Dans sa villa de Sèvres, voilà par exemple les appris pour mettre les enregistreurs. Alors là, c'est l'appris Sèvres, c'est lui qui l'a inventé celle-là. Ça, c'est l'appris le même, mais fermé. Là, c'est l'appris anglais. L'appris français, on ne pouvait pas mettre les enregistreurs, il y avait juste des choses qu'on relevait à la main. Et puis les pluviomètres. Donc il a étudié tout ça, et ça, il a installé tout de suite à partir de 1892. Pourquoi il a commencé à faire ça? Parce que premièrement, au départ, les coefficients qu'il utilisait pendant chaque période de constructeur, ça allait du simple au double. Et ça le gênait beaucoup. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, on connaît Panama et tout ». L'histoire de Panama, ça l'a marqué terriblement. Et il a décidé, bon, il a été condamné parce qu'on l'a classé dans les administrateurs alors que c'était un entrepreneur. Et donc, tout de suite après, on a vu qu'on a fait une fausse route et il a été blanchi. Mais ça l'a tellement marqué qu'il a démissionné de sa société de construction Eiffel et la société a pris le nom de Construction Levallois. Il ne voulait plus entendre parler Construction Eiffel. Et comme pendant sa carrière, ce coefficient qui allait du simple au double, il ne savait pas lequel était le bon, souvent il calculait au pifomètre. Hein. Et je peux vous dire qu'il avait un beau pifomètre parce que quand on a vérifié après coup, on a vu que c'était pas mal. Et donc, il cherchait ce coefficient. Et c'est pour ça, en cherchant ce coefficient, et ça l'a emmené à étudier tous les paramètres de la météo. Hein. Voilà, à peu près, il a étudié ça de 1892 à 1912. Et il a publié ici 6 atlas pour montrer à la météo nationale qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir prévoir le temps pour le lendemain ou le surlendemain. Parce qu'à cette époque, même pas 24 heures avant, on pouvait prévoir le temps. Donc il s'est forcé là-dessus. Mais ça lui prenait beaucoup de temps. Et à la fin, il a arrêté en 1912, mais vous allez voir, entre-temps, il n'avait toujours pas trouvé ce coefficient, donc à partir de 1903, il s'est lancé dans l'étude du coefficient. Pendant qu'il faisait la météo, il faisait en même temps, il commençait avec l'aérodynamique. Et voilà, Eiffel est mort en 23. En 1923, il avait 91 ans. Et voilà, l'ingénieur, le président de la Société météorologique de France, il a été nommé, et en 1925, le Gabriel Bard, ingénieur en chef de la météo, voilà ce qu'il a écrit. Eiffel a été le précurseur le mieux actif et le mieux avisé. C'est un laurier de plus qu'on vient d'ajouter à ceux déjà nombreux de l'homme éminent qui fut président de notre société en 1910. Avait su conquérir pendant de longues existences tout entières consacrées au travail, aux opiniâtreté et sans défaillance. Animé par la forte volonté de réaliser les grandes œuvres auxquelles le nom Eiffel restera perpétuellement attaché. Voilà le texte intégral que Gabriel Bard a écrit dans son livre en 1925. Donc, comme je vous ai dit, entre-temps, il a quand même commencé à faire Attendez, je suis un peu perdu là. Oui, il cherchait donc ce coefficient, et c'est là qu'il a commencé en 1903. Il a étudié un appareil spécial, toujours avec ses ingénieurs, et ce qu'on appelle l'appareil de chute. C'est un appareil qu'on monte au 2e étage, qu'il a monté au 2e étage de la tour, il a laissé chuter le long d'un câble, et il a mis des plaques en dessous.
il a fait ses études-là et ses essais entre 1903 et 1906. Et je peux vous dire qu'une particularité de Eiffel, c'est qu'il voulait toujours être sûr de ce qu'il mesure. Vous savez, dans la nature, c'est toujours très difficile à faire des mesures précises. Mais chaque essai, il les a fait au moins 5 ou 6 fois. Et il les a fait quand il faisait chaud et quand il faisait froid, pour voir si son truc marche. Et c'est la première fois également qu'on a trouvé que tous les résultats étaient ramenés à la même température et à la même pression. Et c'est là qu'il s'est aperçu que tous les essais qu'il a faits, c'est valable. Et je peux vous dire qu'on a regardé après, à 4-5% près, il a trouvé le chiffre à la réalité. Parce qu'avant, il y avait des chiffres qui allaient de 0,035, et lui, il a trouvé 0,09, 0,07 et 0,08. Alors, en 1892, également, comme je vous disais, il a installé des stations météo, mais il y avait, à la Tour Eiffel, au 2e étage, il a fait une installation d'un laboratoire qu'il a mis à la disposition de M. Cailletet et M. Colaro, qui étaient des spécialistes pour faire des études sur la résistance de l'air. Et donc, ils ont commencé à faire des études, et lui aussi, au lieu de trouver 0,135, il a trouvé 0,07 ou 0,08. Voilà. Et donc, mais Eiffel, il a dit, moi, je veux faire un système plus précis, parce que lui, il laissait chuter les plaques, il mettait un poids derrière et ça descendait comme un parachute. Donc, il a quand même trouvé à peu près le chiffre exact, mais pas trop près. Et puis, Eiffel a dit, moi, je vais faire autre chose, et c'est là qu'il a installé, étudié son appareil, voilà, ce qu'on appelle l'appareil de chute, qui était monté au 2e étage de la tour. La plaque était fixée ici. Là-dedans, il y avait un ressort taré. Suivant les dimensions de la plaque, il connaissait à peu près le chiffre. Il a mis un ressort spécial. Et il y avait un cylindre noirci de fumée qui était là-dedans et qui était entraîné par une poulie, une vis sans fait, et une poulie qui roulait sur le câble jusqu'au niveau du sol. Enfin, à 21 mètres du sol, le câble grossissait et ça freinait l'appareil pour ne pas le casser. Et donc ça, il a fait, vous voyez d'ailleurs, on a l'altitude à 115, l'altitude du point d'arrêt c'est à 21 mètres du sol, c'était ici, et la chute libre c'était 94. Et il arrive à faire des mesures jusqu'à 40 mètres secondes, alors que dans le temps on faisait que du 15 mètres, du 20 mètres secondes au maximum. C'est rare qu'on arrivait un peu plus haut, plus vite. Et donc une fois arrivé en bas, il avait ce graphique qui était sur le cylindre noirci de fumée enregistré, il y avait un diapason dedans qui faisait 100 vibrations par seconde. D'ailleurs, non, on ne l'a pas. Et donc, il avait l'effort et la vitesse de chute. Donc, il pouvait calculer son coefficient. Et il a publié tous ses résultats en 1907. Et il a eu les félicitations de l'Institut et des scientifiques. Parce que vraiment, il a fait un travail fantastique. Et c'est là, d'ailleurs, là, vous voyez Eiffel, au 2e étage de la tour, voilà l'appareil. Et puis les plaques qu'ils mettaient en dessous, alors des ronds, des carrés, des rectangles, un peu de tout. Et là, vous voyez au moment où il s'est arrêté, voilà, à 21 mètres du sol, il y avait un cône, et l'appareil était arrêté là-dessus. Donc il fallait après le dégager et puis recommencer. Et naturellement, comme je vous disais, dans la nature, c'est toujours très difficile. Alors il y avait quelqu'un en bas, et qui regardait, et il mettait le doigt, et il dit, il n'y a pas de vent, on peut y aller. Et ils ont fait la chute. Voilà. C'était le seul moyen à cette époque-là. C'était comme les paysans dans le temps, ils regardaient, ah, il n'y a pas de vent, ou des choses comme ça. Donc ils ont fait la même chose. Mais vraiment, il a fait un travail fantastique. Puis là, vous voyez Eiffel, encore une fois, et à l'étage, au 2e étage de la tour, avec son appareil de chute. Et vous voyez, il a commencé à faire des études un peu spéciales, mais il a vu tout de suite que ça ne marchait pas. Et donc, et en même temps, Briquet, il avait su que Eiffel, alors j'ai oublié de vous dire, quand il a commencé à faire des études sur l'aérodynamique en 1903, M. Gustave Eiffel avait 70 ans. Il était courageux pour se lancer dans cette étude-là, parce que vraiment c'était très très mal connu. Et voilà, Eiffel, il publie donc les résultats expérimentale, la résistance exclusive à la tour, expérience on peut affirmer qu'elles ont permis de jeter les bases de la loi fondamentale, des lois fondamentales de la résistance de l'air. Et il a été salué par l'Académie des sciences en 1908. Donc, Briquet est venu le voir et a dit, Monsieur Eiffel, vous faites des essais sur
l'aérodynamique, la résistance et tout, il faut me tester un profil d'aile. Alors là, Eiffel a dit, ça ne marche pas, je ne peux pas, et donc il faut étudier un nouvel appareil. Alors, toujours pareil, avec ses ingénieurs, il avait deux ingénieurs principaux, Ritt et Laprelle, ils ont étudié ce qu'on appelle une soufflerie. Et les recherches effectuées à l'aviation naissante, voilà, ce qui a conduit à installer au Champ de Mars sa première soufflerie. Et cette soufflerie a été mise en route en 1909. Elle a tourné jusqu'en 1911 et il a fait entre 4 et 5 000 essais. Et donc le premier essai qu'il a fait, naturellement, c'était le profil d'aile. Et c'est là qu'il s'est aperçu, alors voilà, la soufflerie, Eiffel qui est là, la soufflerie, et M. Ritt ou Laprelle qui est là-haut avec la balance. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que tous les appareils de mesure, ça n'existait pas, il fallait les inventer. Il a dessiné et inventé sa balance pour faire les mesures aérodynamiques. Il a inventé avec Laprelle la girouette, ce cadre en bois pour faire les manips de maniabilité, de stabilité et ainsi de suite. Enfin, et puis tous les appareils, il fallait les inventer et puis essayer. Et en plus, tous les essais qu'il faisait, par exemple le profil d'aile, il faisait comme ça, la balance tout seul, et après il faisait les mesures avec les pressions pour voir, pour décortiquer. Et chaque essai comme ça, il faisait de deux manières différentes ou de trois manières, pour savoir exactement est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et vraiment, il était toujours pointilleux là-dessus. Là, vous avez le hangar de la soufflerie. Alors, je dis soufflerie, mais en réalité, on n'a pas trouvé d'autre mot que soufflerie. Mais en réalité, c'est un aspirateur. Hein, parce que c'est la première fois qu'on a fait ça aussi, parce que les frères White, et même Rateau en France, il avait des souffleries. Ils avaient un tube, ils soufflaient dedans, ils mettaient les maquettes au bout. Hein. Alors que Eiffel a dit, ça ne marche pas, et il faut aspirer. Et en aspirant, ça évite que le vent soit entraîné par le ventilateur avec un tourbillon, et en plus, ça lui évite de mettre des parois. Et c'est la première fois qu'on a fait une soufflerie à parois sans parois, ce qu'on appelle une veine ouverte. Hein. Et donc, alors, on dit soufflerie, comme je vous dis, mais en réalité, c'est un aspirateur. Et d'ailleurs, Eiffel, il ne voulait pas entendre parler de soufflerie. Lui, il dit, ça, c'est la chambre Eiffel. C'est tout. Hein. Et les Anglais, ils appellent ça wind-tunnel. Mais nous, on ne pouvait pas dire aspirateur, sinon on pense tout de suite à la poussière. Hein. Donc on a gardé le nom de soufflerie. Donc, les premiers essais, voilà, la balance qu'il a imaginée, qu'il a inventée, c'est la balance électrique. Et je peux vous dire, j'ai encore eu de la chance de travailler 2 ans avec cette balance, et c'était des mesures avec des poids. Et je peux vous dire, les profils d'aile, on a un profil d'aile qui était du ministère de 1917, en métal, et tous les ans, on le passait à la soufflerie, sur cette balance, et en 1959-60, on a installé une balance électronique, et je peux vous dire, on a exactement la même polaire. Ouais. Voilà, donc, et voilà l'intérieur de la soufflerie. Donc l'aspiration, et puis la balance là-haut, et puis en bas la chambre le collecteur et la chambre d'essai. Alors comme je vous disais, la première chose qu'il a fait, c'est étudier. Alors, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a mis son appareil de chute dans la soufflerie. Et il a mis les plaques devant qu'il a testées à la Tour Eiffel. Et il a essayé de voir s'il obtient les mêmes résultats qu'avec la chute à la Tour Eiffel. Et c'est là qu'il s'est aperçu que ça marche très bien. Sa soufflerie marche. Donc, il a commencé à faire le profil d'aile pour briquet. Et c'est là qu'il s'est aperçu, voilà, là c'est une plaque, mais voilà le profil d'aile. Ici, il a fait les plaques carrées, les plaques rondes, enfin, courbes et tout ça, et le profil d'aile. Et c'est là qu'il s'est aperçu que les avionneurs n'avaient pas bien compris comment fonctionne un avion. Ils pensaient que l'avion repose sur l'air, et ils ont fait des profils d'aile assez durs en dessous, et au-dessus, souvent, ils ont accroché une petite toile. Et souvent, cette toile se déchirait, l'avion piquait du nez, et le pilote était tué. Et on ne savait pas pourquoi. Et Eiffel, une particularité également, Eiffel, dès qu'il a trouvé quelque chose, la première chose qu'il faisait, c'était écrire à tous les constructeurs français. Il a dit, voilà messieurs, comment ça se passe, il faut remédier à tout ça. Et donc il y a eu des progrès énormes. Et je peux vous dire, j'ai eu l'occasion de trouver un livre allemand
D'ailleurs, je recherche maintenant, je l'ai perdu de vue, ce livre-là, je ne me rappelle plus où je l'ai prêté peut-être à quelqu'un, mais en effet, à la Première Guerre mondiale, les Allemands, ils ont reconnu que l'aviation française était supérieure à l'aviation allemande. Et ça m'a surpris qu'en France, on ne le sait pas, ou très peu que le savent. Et donc, là, voilà, les polaires, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans la technique. Il a également essayé, vous voyez par exemple, cet essai-là, ben, au début, ils ont fait l'essai comme ça, parce que c'est comme une pointe qu'on rentre dans le bois, comme un clou. Il a dit, il faut mettre ça comme ça, et vous voyez le traîner, qui est ici le coefficient K, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. Et ça, c'est monsieur Laprelle, non, monsieur Price, qui était directeur de la soufflerie Eiffel, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant 2-3 ans. Et il m'a expliqué l'essai qu'ils ont fait avec ce cône-là. Il s'était monté sur un fil, et à un moment donné, le fil s'est cassé, et il s'est retourné, et il s'est mis comme ça dans le vent, automatiquement. Et ils ont vu que la traînée est nettement moins. Et donc, on a vu, les dirigeables, d'ailleurs, ils sont faits devant, arrondis. Hein. Mais au départ, on pensait que c'était ça le mieux pour entrer dans l'air pointu. Et il a fait également, l'essai ici, une plaque, il s'est aperçu aussi qu'il y a des interactions. Alors il a mis une plaque face au vent, il a mesuré l'effort, et après il a mis une plaque derrière et qu'il a poussé tout doucement vers l'avant. Et à un moment donné, la résistance, une fois qu'elle était très près de la première, était nettement moins grande que la plaque tout seul. Et à un moment donné, quand elle est encore un peu plus près, elle était aspirée. Et c'est ce que j'ai remarqué quand vous regardez les courses, les voitures de Formule 1, souvent il y en a un qui se met derrière l'autre, et à un moment donné, hop, il sent qu'il est bien aspiré et il dégage. Et ça, c'est l'histoire du profil d'elle qu'il a sorti. Les premiers essais qu'il a fait, c'était ça. Et donc il a vu qu'il y a beaucoup plus de portance que par le haut, tiré par le haut que par le bas. Et naturellement, quand il a fait les profils d'elle, il y avait une polémique également. En fait, je vais vous parler ça tout à l'heure, parce que vraiment, il a eu des gros problèmes. Et il a commencé à faire des essais, même sur des maquettes d'avions. Et là, les gens, ils ont dit, c'est pas possible que vous pouvez transposer les résultats d'un avion, en maquette, à l'échelle 1. Eh bien, il a montré que ça marche. Parce qu'avec Nieuport, il lui a monté la puissance du moteur, les hélices qu'il utilise, et avec les résultats qu'il a eus avec son appareil, qui est ici, il a dit, monsieur Nieuport, votre avion ne décollera pas. Il est trop lourd. Il n'y a pas assez de portance. Ou vous diminuez le poids, ou vous augmentez les ailes, les portances sur les profils. Et en effet, il a fait les modifications et après ça marchait. Donc il arrivait quand même à analyser les résultats et donner des conseils formidablement aux constructeurs. D'ailleurs, ils sont tous venus voir. À la soufflerie à Auteuil, donc à Champ-de-Mars, il a fait entre 4 et 5 000 essais. Et j'ai oublié de vous dire que tous les essais qu'il effectuait pour des clients, c'était gratuit. Personne ne payait. À une condition, que si les résultats sont intéressants, il veut les publier. Et c'est ce qu'il a fait. Chaque fois, dès qu'il a trouvé quelque chose, il a publié. Et tous les résultats du Champ-de-Mars, il les a publiés en 1912. Donc vous voyez, au fur et à mesure qu'il faisait les essais, il commençait déjà à préparer pour la publication et pour tout ça. Et voilà, en conclusion, on peut dire que les recherches du laboratoire effectuées au Champ-de-Mars et plus tard à Auteuil sur les modèles réduits ont permis de fournir des renseignements précieux aux constructeurs d'avions. D'ailleurs, Eiffel est écrivait à ce sujet en 1909. Les expériences de laboratoire peuvent être faites en tout temps et varier de toute manière auprès de l'expérimentateur. Les résultats permettent de substituer dans la construction de l'aéroplane l'art de l'ingénieur au flair du constructeur, qui, en cas d'étude nouvelle, peut amener à des trouvailles heureuses, mais s'exposer aussi bien à des mécomptes. Donc il disait toujours à tous les constructeurs, il faut faire des essais avant de construire votre avion et de voler. Alors, et il a commencé également au Champ-de-Mars à faire des essais sur les hélices. Parce qu'à cette époque, on faisait beaucoup d'essais sur les hélices, et souvent les essais étaient faits au point fixe. Alors dernièrement, j'ai regardé et j'ai vu qu'ils en ont quand même fait un petit peu en déplacement sur un chariot.
Mais Eiffel a dit, de toute façon, il faut faire des essais sur des hélices en fonctionnement. Et donc, il a commencé, mais il n'avait pas le temps de finir les essais au Champ de Mars, parce que, comme je vous disais, il était obligé de déménager et de refaire une nouvelle soufflerie. Voilà. Alors, les résultats qu'il a publiés en 1912, vous voyez, j'ai mis quelques observations. Par exemple, le professeur Marchi à la faculté des sciences. Nous pensons que Gustave Eiffel a su le premier, par un groupe d'expérience très soigné, comme je vous disais, il faisait chaque essai 2 ou 3 fois ou de différentes manières, de serrer de très près la réalité et donner à l'aérodynamique les bases scientifiques qui lui manquaient jusqu'à présent. Et ça, personne n'en parle aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça m'a chiffonné beaucoup, parce que quand j'ai vu avec les Allemands qui connaissent mieux Eiffel que nous, les Américains ils connaissent mieux Eiffel que nous, et nous, on a tout oublié. Eiffel, c'est la tour Eiffel. Voilà, c'est tout. Alors qu'il a consacré sa dernière partie de sa vie à l'aérodynamique et au développement de l'aviation. Et en 1913, Gustave Eiffel reçut de la puissante société américaine, vous voyez, Simpson Institution, présidée par Graham Bell, l'inventeur du téléphone, la grande médaille d'or Langley, qui n'avait été attribuée jusqu'à là qu'aux frères Wright. Donc c'est les frères Wright et Eiffel qui a eu le deuxième. Et en 2005, ils sont venus nous voir à la soufflerie et ils ont fait une grande réception et ils ont mis une plaque à l'entrée en mémoire de Gustave Eiffel. Parce qu'ils ont vu qu'en France, on a tout oublié. Et donc, il dit qu'il faut connaître Eiffel dans ce système-là. Et encore autre chose, c'est que c'est formidable. Ludwig Brandt, qui était un concurrent à Eiffel, qui était directeur du laboratoire aéronautique de Göttingen, il faisait des essais sur les avions, il faisait des essais pour les dirigeables, un peu de tout. Et il écrivait, alors Eiffel lui a envoyé les résultats, le livre de 1912, des résultats de la soufflerie du Champ de Mars, et Göttingen, et le président Ludwig Brandt écrivait de son côté à Eiffel en 1914, de tous les laboratoires aérodynamiques du monde, le vôtre a rendu à l'aviation les services les plus précieux et les plus étendus. Donc voilà, de toutes parts, il a eu, si vous voyez les décorations, les félicitations de partout qu'il a eu, c'est incroyable. Et tout ça, c'est parti dans les oubliettes. Et voilà, alors là, j'arrive à la polémique. Il y avait le duc de Guise qui faisait des essais sur les plaques et des profils. Et ce monsieur, il écrivait dans des livres, j'ai trouvé les 3 livres au marché Georges Brassens d'ailleurs. Et il écrivait là-dedans, il contestait la légitimité des transpositions des résultats du laboratoire à la réalité des aéroplanes, contrairement à Eiffel qui défend sa position inverse avec des maquettes immobiles dans un flux d'air en mouvement. Lui, il dit clairement, tous les essais de Gustave Eiffel effectués en soufflerie ne peuvent pas servir à la réalité parce qu'il fixe l'aile et il souffle dessus, alors qu'en réalité l'aile se déplace dans l'air, ainsi que l'avion. Et donc c'est une polémique, et beaucoup d'ingénieurs étaient dans ce style-là. Ils attaquaient Eiffel de ce côté-là. Et pour couper court à tout ça, au bout d'un certain temps, Eiffel a écrit à Poincaré, le mathématicien, il lui a dit, voilà messieurs, voilà qu'est-ce qui se passe, et tout ça, il lui a expliqué, et ce monsieur lui a répondu, j'ai trouvé la lettre d'ailleurs de Poincaré, il dit, monsieur Eiffel, soyez tranquille, vous devez trouver la même chose, à condition de ne pas mettre des maquettes trop grandes dans la soufflerie. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il était obligé de se défendre beaucoup dans toutes ses recherches. Parce que Guiche, il mettait en doute le mouvement relatif. Et beaucoup d'ingénieurs étaient du même style. Alors que maintenant, on le sait, on connaît tout ça. Et en effet, vous avez vu, les souffleries, il y en a partout maintenant. Et on essaye tout, même les voitures et tout. Et donc, en 1912, il est obligé donc, je vous ai dit, de partir du Champ de Mars. La soufflerie était pas trop grande, elle faisait 1,50 m de diamètre, il soufflait à 18 mètres secondes, c'est-à-dire 64 km/h à peu près. Il a dit il faut souffler à 100 km à l'heure, c'est-à-dire 30 mètres secondes. Pourquoi il est venu en Hauteuil? En face, maintenant c'est l'ambassade du Vietnam, il y avait un ami à Gustave Eiffel qui s'appelait Trevesky, un Ukrainien, et qui était spécialiste dans les hélices sous-marines. Et c'est lui, il a fait venir, il a dit à Gustave Eiffel, il y a un terrain à vendre ici,
En face, si tu veux, tu peux venir. Au départ, il a hésité parce qu'il y avait l'école déjà à côté et il n'y avait pas assez de place. Mais finalement, il s'est quand même rangé et il a dit, bon, on achète le terrain. Il a acheté le terrain au mois de juillet 1911. Et il a étudié de nouveau avec ses deux ingénieurs, Laprelle et M. Ritt, une nouvelle soufflerie. Voilà le bâtiment que vous voyez encore aujourd'hui, qui est comme ça. Naturellement, là, c'était la terre battue. Hein. Il n'y avait pas encore des poivets et tout ça. Alors là, je vous ai mis la soufflerie du Champ de Mars. Voilà. Et vous voyez, on aspire l'air, hein, le ventilateur est là. Là, il y avait 1,50 m. Ici, il y avait 18 mètres secondes, c'est-à-dire 64 km/h à peu près. Et un moteur de 50 chevaux. Il a dit, ça c'est trop petit, et s'il veut reporter ce système-là à Auteuil, pour souffler à 100 à l'heure, il faut au moins 3 à 400 chevaux. Et ça, c'était pas possible. C'était trop cher, et puis il n'avait pas les moyens, et puis c'était trop. Il dit, il faut inventer quelque chose. Et c'est là qu'ils ont fait une maquette, et toujours pareil, ils ont fait une très belle maquette, et ils l'ont monté au premier étage de la Tour Eiffel, et pendant qu'ils finissaient les essais au Champ de Mars, Eiffel, avec son ingénieur Ritt et Laprelle, ils ont fait des essais sur cette maquette-là. Et ils ont vu que ça marchait. Il a mis ici 2 mètres, il a dit, je veux 30 mètres secondes ici, et un moteur derrière un ventilateur. Et ils ont mis au point ce système-là. Pourquoi? Et ils ont mis ce diffuseur. C'est l'invention du diffuseur. Et ça, il a pris le brevet tout de suite au mois de septembre, je crois que c'était septembre-octobre, en 1911, sur le diffuseur. Et c'est ça qui a permis d'utiliser, à la fin, donc d'avoir 100 km/h ici, et 2 mètres de veine, et utiliser le même moteur qu'au Champ de Mars. Donc c'était formidable. Et donc ils ont commencé à construire tout de suite cette soufflerie-là. Et je peux vous dire, voilà la coupe de la soufflerie, on voit peut-être pas bien, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est l'entrée, on aspire là, la chambre d'essai, la chambre Eiffel, voilà, on est là-dedans, et le diffuseur qui est là, et le ventilateur qui est derrière. Donc on aspire l'air. Il y a une grille pour éviter les tourbillons, pour que ce soit bien laminaire pour les avions. C'était ça le primordial. Voilà, en même temps, donc c'est cette soufflerie-là qui fonctionne encore aujourd'hui, qui a fait 2 mètres de diamètre, et à côté il y avait une petite de 1,50 m, de 1 mètre de diamètre. Mais elle soufflait à 140 km/h. Mais c'était trop petit. Donc ils ont fait quelques essais, mais j'ai vu M. Monet, qui était directeur du laboratoire de 33 à 39, qui habitait pas loin et qui est souvent venu me voir, on a discuté ensemble, il m'a raconté un peu l'histoire de cette soufflerie, et il a dit en 33 on l'a démontée parce qu'elle était trop petite. À 1 mètre de diamètre, c'est trop petit. Par contre, la vitesse était bonne. Et voilà le ventilateur. Alors ça, c'est le ventilateur du Champ de Mars, et ça, c'est ce qui existe encore aujourd'hui. C'est le ventilateur d'origine. Il pèse 7 tonnes, et il tourne à 270 tours minute quand on est à 100 km/h. Et ça, c'est le ventilateur du Champ de Mars, pour la petite maquette, mais pour la petite soufflerie. Mais en 1921-22, ils l'ont démonté et ils ont fait la même chose, mettre un diffuseur et un ventilateur derrière pour augmenter la vitesse. Et finalement, en 1933, ils l'ont démonté parce qu'ils ont vu qu'elle était trop petite. Voilà la chambre d'expérience. Je ne sais pas, c'est assez clair, ça se voit. Et naturellement, quand il soufflait, et ça c'était compliqué, il fallait fermer les portes, parce que la chambre, elle est en dépression quand on souffle, puisqu'il n'y a pas de paroi. Hein. Donc si on souffle à 100 à l'heure, vous avez 50 kg d'aspiration par mètre carré. Et donc il y avait des grandes portes en ferraille, fermées la première, quand on soufflait sur la petite, ou fermer la petite quand on soufflait sur la grande. Donc c'était compliqué. Et je peux vous dire, en 62, on a démonté les portes parce que ça nous gênait beaucoup, et on les a mis à la ferraille. Bon, parce qu'on ne pouvait pas l'écarter, c'était trop lourd, c'était quelque chose de... Voilà. Et la balance qu'elle a utilisée au Champ de Mars, il l'a perfectionnée, il l'a renforcée, parce que les efforts à 100 km/h étaient quand même plus forts. Et l'après, il a trouvé un système, parce que je peux vous dire, quand on mesure, pour les techniciens, les traînées des profils d'aile, c'est des tout petites valeurs. Donc on manœuvrait des poids de 5 grammes, de 1 gramme, de 2 grammes, et
c'était difficile. Alors finalement, M. Laprelle, il a trouvé un ressort taré avec une aiguille, et là, pour éviter de manœuvrer avec des petits poids, de 0 à 10 grammes, on faisait manœuvrer l'aiguille. Ça évitait de manœuvrer avec les poids. C'était formidable et ça marchait très bien. Ça, c'était une balance spéciale un petit peu à côté qu'il avait fait, mais je n'ai rien trouvé. Tout ça, c'est parti, je n'ai plus trouvé. Et voilà la balance, comme elle était, qu'elle fonctionne. On peut la revoir, on l'a gardée au laboratoire. Et voilà, alors, donc il a fait les essais, il a repris les profils d'ailes tout de suite. Et comme il y avait la polémique avec les maquettes d'avions, parce que vous savez, les maquettes d'avions à cette époque-là, ils faisaient des maquettes à 1/14 ou 1/15, donc c'était des tout petites maquettes, et il y avait souvent des biplans, et qui étaient tenus par des barres qui faisaient 60 cm, 60 mm de diamètre, et puis en maquette, ça faisait un tout petit cheveu. Donc c'était très difficile à représenter en maquette tous les éléments. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'étude de la maquette complète, et après il a fait les études sur les barres, sur les fils, et tous les accessoires qu'il ne pouvait pas représenter en maquette. Et il a mis ça ensemble, et il a vu que ça marchait. Et donc il a demandé au commandant d'Oran, qui avait un avion équipé avec des enregistreurs à Chalais-Meudon, de faire une maquette qu'il a construit et il a soufflé au Champ de Mars, et il a trouvé les résultats à 3-4% près, la même chose qu'en réalité. Et je peux vous dire, quand les avionneurs, les constructeurs ont vu ça, après, tout le monde est venu voir Eiffel, déjà, ils ne payaient pas, et deuxièmement, c'était formidable d'avoir des résultats avant de prendre des risques de faire un avion qui s'écrase. Et ça, il a fait donc la soufflerie, l'inauguration donc était en 19 mars 1912. Je peux vous dire, vous savez, comme je vous ai dit, en 1911, il était obligé de partir, ils ont fait l'étude. En septembre, octobre, il a pris le brevet du diffuseur, et il a acheté le terrain au mois de juillet, et il a commencé à construire, et le 2 janvier 1912, il a fait le premier coup de souffle. Bon, c'était pas terminé complètement, et donc il a commencé à faire des essais sur les profils et sur la maquette du commandant d'Oran. Et le 19 mars, il y a eu l'inauguration. Donc vous voyez, il a fait un travail fantastique. Voilà, Gustave Eiffel, au tableau de commande, ce tableau-là, il a fonctionné jusqu'en 2001. Et je peux vous dire, j'avais toujours des problèmes quand le médecin de travail venait. Il m'a dit, c'est pas réglementaire, il faut me supprimer tout ça. C'est dangereux. Alors je lui ai dit, écoutez, depuis 1912, ça fonctionne tous les jours, on n'a jamais eu de problème. Ah oui, mais maintenant, c'est pas du réglementaire, il faut le supprimer. Je dis, bon, d'accord. Et puis finalement, on a changé en 2002, on a changé. Et voilà, Eiffel, avec le Mano. C'est un Mano qu'il a acheté en Allemagne, d'ailleurs. On en a 3 ou 4 comme ça. Et puis l'appel qui est derrière lui pour faire manœuvrer. Voilà. Et voilà l'avion du commandant d'Oran. C'est cette maquette, vous voyez, c'est un peu difficile de dire, représenter tous ces trucs-là, ces barres et tout, par rapport à la réalité. Donc il vérifiait les résultats avec les échelons des barres et tout ça, et puis il a transposé sur la maquette et tout, et je vous dis, à 4-5% près, c'était les mêmes résultats qu'il a trouvé, que le commandant a trouvé en vol. Et après, il y a l'histoire des sphères. Alors les sphères, c'est pareil, bon, c'est un peu technique et tout, mais il y avait des gros problèmes. Eiffel a trouvé, au Champ de Mars, il a fait une sphère, il a trouvé un chiffre que je vous donne, 0011. Et Ludwig Prandtl en Allemagne, donc dans sa soufflerie, ils ont fait pareil, ils ont fait des essais, comme je vous disais, sur les avions, et il a fait des sphères. Et son d'ingénieur en chef, il a publié dans une revue allemande les résultats qu'ils ont trouvés sur la sphère et les résultats que Eiffel a trouvés à Paris. Comme ils avaient le livre que Eiffel leur a envoyé en 1912, donc ils avaient tous les résultats. Et ce monsieur-là, il a dit, voilà, nous, à Göttingen, on a trouvé 0,225. Eiffel, il a trouvé 0,11. Et ce monsieur s'est permis d'écrire que, ouais, il s'est sûrement trompé dans les calculs, mais vu son âge, il faut lui pardonner. Ah, c'était un peu gros. Eiffel, il n'a pas hésité, il a demandé à ses ingénieurs, achetez-moi des sphères de différents diamètres, et on va voir ce qui se passe. Et donc, il a continué au Auteuil à faire des essais sur la sphère.
Et comme je vous disais, il faisait les essais de 3 ou 4 manières différentes. Il a fait la sphère sur la balance classique, il a fait une balance pendule qui est ici, avec la sphère, pour voir s'il trouve la même chose. Et après, il a fait, je ne sais pas si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis, il a suspendu la sphère à un fil, il a commencé à souffler dessus, et il a vu que la sphère recule. Et plus il montait la vitesse, puis d'un seul coup, la sphère revenait en arrière. Donc il a dit un grand phénomène là-dedans. D'ailleurs, les ingénieurs lui ont toujours dit, tout ce qui est rond, on a du mal à mesurer. Ça varie avec la vitesse, on ne sait pas ce qui se passe et tout ça. Et donc, il a fait des trucs. Et ça, c'est Pruneau qui m'a prêté ses dessins. Hein, ces trucs. Pour montrer, il y a 2 écoulements autour d'une sphère. Ça, c'est l'écoulement laminaire, et voilà l'écoulement turbulent. Et donc, Eiffel était toujours dans ce domaine-là. Il était quand même là, mais comme il soufflait très vite, il a quand même. C'est ça la réalité. Et Ludwig Brandt, il soufflait à 9 mètres secondes. Donc il était ici. Et naturellement, il y a la différence entre les deux. Alors il a écrit, quand il a fait les essais à Hauteuil, il a écrit à Ludwig Brandt, il a dit, voilà messieurs, je ne me suis pas trompé, vous avez raison parce que vous avez soufflé à 9 mètres secondes, vous êtes dans un certain régime, et moi je souffle à 30 mètres secondes, je suis dans un autre régime. Hein. Mais il n'a pas prononcé le nom de Reynolds. Moi je croyais qu'il avait dit c'était Reynolds, mais il ne l'a pas prononcé, c'est Ludwig Brandt qui après a dit Reynolds. Parce que Ludwig Brandt, il ne faut pas oublier, Eiffel c'est un expérimentateur que je vous ai dit, il était sur le terrain, lui ce n'était pas les formules qui l'intéressaient, c'était le concret, il fallait trouver quelque chose et l'appliquer. Et Ludwig Brandt c'est un théoricien, il voulait essayer de calculer l'écoulement autour d'un profil d'aile et ainsi de suite. Donc, et voilà, les profils, je vous dis, les profils d'aile, il les a essayés à la balance, après sur la girouette, et là, il a fait les mesures de pression. Et donc, voilà, et les 3 manières différentes, il a trouvé les mêmes résultats. Et il a dit, bon, ma soufflerie, elle marche bien. Là, c'est encore des profils qu'il a mis là-dedans. Centre de poussée, c'est la girouette de M. Laprelle. M. Laprelle, c'est un ingénieur qui a inventé cette girouette. Et on fait les maniabilités, les stabilités. Et je peux vous dire, quand je suis arrivé au labo en 1959, ben, souvent on était couché ici avec un casque en cuir, un manteau en cuir, on avait un tapis qui était feutré un peu, et puis on était dans le vent toute la journée pour faire des mesures de maniabilité et de stabilité. Et je peux vous dire que ce n'était pas facile. Et souvent, surtout en hiver. Hein. Quand je rentrais à la maison, il y avait 21 degrés, moi je transpirais quand je rentrais à la maison, parce qu'on travaillait avec 6 degrés. Voilà Eiffel avec un avion Tatin qu'il a essayé, et donc je vous dis, tout le monde est venu voir Eiffel pour faire des essais. Ah oui. Et voilà, l'avion LE. Alors je vais aller vite maintenant, hein, je crois qu'il faut aller vite. L'avion LE, c'est l'avion que étudiait Eiffel. Et pourquoi il l'a appelé LE? C'est l'avion laboratoire Eiffel. Il a fait tous les calculs, il a fait tous les plans, et il est parti voir le ministère de la Défense en 1917 en disant, voilà messieurs, j'ai fait un avion de chasse ultra rapide, mais je ne peux pas le construire, il faut chercher un constructeur. Et ils ont choisi Priquet. Bon, Priquet, alors, le pilote d'essai de Priquet qui devait faire l'essai, il nous a écrit en 1970. Parce qu'à cette époque-là, on faisait le reproche à Gustave Eiffel, parce qu'il a fait, l'avion avec aile basse, aile en bas. Et on lui a fait le reproche, il a dit, vous avez mis les ailes en dessous du centre de gravité, donc ça ne peut pas voler, ça ne peut pas tenir. Parce qu'il y a eu des accidents, mais les accidents étaient dus aux jeunes pilotes qui n'avaient pas l'habitude. Et bon, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire parce que je vous dis, c'est trop long, mais Vaillancourt, qui était le pilote d'essai de Priquet officiel, il nous a écrit pour nous dire, voilà ce qui s'est passé, parce que c'est moi qui ai préparé l'avion, et le jeune pilote, en principe, il dit, quand on fait les essais, on les fait le matin à 7 heures, avant qu'il y ait du monde qui arrive sur la piste, qu'on soit tranquille. Et le jeune pilote, il est venu à 11 h du matin, accompagné d'une balonquille de jeunes filles, pour montrer qu'il fait des essais sur un avion rapide. Et finalement, l'avion a cassé, est descendu, il est descendu, il s'est écrasé au sol, et il a brûlé, et le pilote était tué. Et donc, on a arrêté. Alors, bon, Eiffel a dit que c'était la première fois qu'on fait une aile basse et tout,
mais il y a quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelque temps, M. Caillard, on a discuté beaucoup sur ce problème, et il m'a montré que ça existait déjà, les Allemands, il y avait déjà un avion, un Junker, un Fokker à Elbas. Eiffel, il disait que c'était la première, que les Allemands ont eu un plante chez lui, mais on n'a jamais pu vérifier. Avec le général Isaac, on a cherché, on n'a rien trouvé. Donc voilà l'avion en essai dans la soufflerie. Voilà encore les essais. Voilà l'avion réel. Et voilà l'avion préquet. J'ai mis cet avion-là parce que je trouvais ça formidable. C'était des essais en juin 15. Et si vous... Oh, pardon, il faut que je revienne vite. Voilà. Si vous regardez cet avion-là, ici, il y avait le revolver pour les pilotes pour se défendre, pour que le pilote puisse se défendre. C'est la première fois qu'on a mis un revolver devant pour les pilotes. Et voilà, alors, Eiffel, à la longue, il pourrait dire au constructeur, votre avion décollera à telle vitesse, il monte à telle vitesse, à telle altitude, et ainsi de suite. Et je vous fais, ici, là, il y a l'avion Nieuport, encore une fois, et c'est du modèle que vous avez là, et c'est en réel avec l'avion. Et vous voyez, presque tout, dans son rapport, il a épluché tout ça, il a donné à quelque chose près. Vous voyez, temps de monter à 1000 mètres, c'était 3 minutes, et là, 2 minutes 45. 6,30, 6,20. Vraiment, il était tout près de la réalité. Et ça, c'était formidable. C'est pour ça que tous les gens sont venus voir Gustave Eiffel. Et on a oublié tout ça. C'est ça qui est malheureux. Et il a également fait des essais. Alors, il a fait beaucoup d'essais encore. Voilà. Farman, il avait des roues à rayons. Il a dit, il faut faire des roues pleines. Ben, je peux vous dire, il a gagné 50% sur la traînée, pénétration de l'air. Et quand vous regardez aujourd'hui les cyclistes, quand ils font les courses contre la montre, ils ont les roues pleines à l'arrière. Et quand ils sont dans un circuit sur une piste, j'ai déjà vu avec les roues pleines à l'avant et à l'arrière. Mais je ne sais pas s'ils savent que ça a fait en 1912-15, il a fait ces essais-là et il a dit que ça nettement mieux les roues pleines. Là, le plan militaire, pareil. Là, le Farman, les tubes, il a fait des essais là-dessus. Les tubes ronds, il a dit ça coûte beaucoup pour la traîner, ça coûte de l'essence et tout ça, il faut les profiler. Il a cherché le meilleur profil, et dès qu'il a trouvé le meilleur profil, il a envoyé tout ça au constructeur, et vous voyez par exemple la forme, bon je vous donne des trucs en kilos, parce que ça, avec la forme symétrique, il y avait 43 kilos de traînée sur l'avion Farman, et avec la forme fuselée de Gustave Eiffel, il n'y avait plus que 5 kilos. Ça veut dire qu'il a gagné en consommation, en vitesse, ou ainsi de suite. Et il a commencé aussi à faire des essais sur les dirigeables. Il en a fait 3. Le Torres, et puis, bon, il en a fait d'autres. Il a fait 3 essais sur des dirigeables. Il a commencé à faire des essais sur les bâtiments. Le ministère lui a demandé de faire des bâtiments pour mettre les dirigeables dedans. Et là, pareil, il y avait un gros problème pour les mesures de pression et tout. Et Eiffel a regardé, et il a dit, c'est pas les pressions qui sont, bon, il faut les mesurer, mais c'est surtout les dépressions qui sont dangereuses. Et il a fait modifier le cahier de charge au ministère, et finalement, on voit bien aujourd'hui, quand il y a une tempête, les tuiles, les parfums, c'est aspiré, donc c'est la dépression qui aspire tout ça. C'est beaucoup plus dangereux que les pressions. Et il a repris les essais des hélices. Alors, hélices en tandem, hélices un peu tous les systèmes, des éoliennes, il a fait aussi, et puis un peu de tout dans les hélices. D'ailleurs, il a publié les résultats des hélices, il a publié en 1921 ou 22, juste un an avant sa mort. Et on lui a demandé de faire des essais sur les projectiles. Il a étudié, j'ai trouvé dans les archives, il a étudié tous les projectiles qu'on a utilisés pendant la guerre 14-18. Du 75 jusqu'au 450 ou 405, 450. Les bombes et tout. Et, naturellement, il y avait extrêmement une escadrille de bombardement. Et au départ, il était dans la commission de la défense nationale avec Préquet, et il a dit, mais ça ne marche pas. En 1915, ils ont créé la première escadrille de bombardement, et les pilotes, ils avaient les bombes dans un rack à côté, et le mécanicien qui était avec, il avait les bombes sur les genoux. Quand il voyait l'ennemi, il mettait vite le détonateur et il lançait ça par-dessus bord. Mais souvent, ça ne marchait pas, ça n'éclatait pas. Et donc, il a dit, il faut mettre les bombes sous les ailes. Ils ont fait une maquette du briquet, ils ont mis les bombes en dessous,
Et ils ont soufflé, et ils ont dit, monsieur, vous pouvez y aller, ça ne change rien du tout au comportement de l'avion. Il reste stable et il marche très bien. Et donc on voit aujourd'hui que les bombes, les raquettes sont tous sous les ailes. Et les radiateurs, pareil, on lui a demandé de faire... Alors ça, il a fait cette installation avec le STAE, le service technique de l'aéronautique. Parce qu'on lui a demandé, c'est lui d'ailleurs qui a dit, le radiateur, ça freine beaucoup, il faut gagner en vitesse ou en consommation. Et donc, il faut faire des essais thermiques. Il a installé une station pour chauffer le liquide, les radiateurs dans la soufflerie, il a envoyé avec une pompe tout le liquide dans les radiateurs, et ils ont regardé combien de kilowatts on peut enlever. Et puis, il a défini pour chaque avion la dimension exacte pour qu'on gagne le maximum au point de vue traîné, au point de vue vitesse. Et il a fait également des essais sur les diffuseurs. Ici, là, et ça, vous savez, quand on est dans la pratique, souvent on avait affaire avec des diffuseurs comme ça, on a dit surtout, il ne faut pas augmenter plus de 7 degrés le diffuseur. Hein. Et bien c'est Eiffel qui l'a défini en 1917. C'est quand même formidable. Et au début, je ne savais pas. Quand on a regardé tout ça, on a fait des études, on a fait des essais. Et puis un jour, je suis tombé dessus. J'ai dit, mais c'est Gustave Eiffel qui a trouvé qu'il faut mettre 7 degrés. Le collecteur d'entrée n'a aucune importance, mais la sortie, le diffuseur, il ne faut pas plus de 7 degrés. Sinon, ça décolle et ça coûte à traîner. Ça coûte de l'énergie. Et voilà, il a fait le truc. Et ça, ben, c'est ça. Quand les Allemands sont venus voir au labo, eh ben, le professeur de Göttingen, il m'a envoyé ça. Il a reçu ça de Gustave Eiffel. Il a trouvé ça, et moi, je ne l'avais pas. Donc, il m'a montré, et puis c'est là que j'ai vu que Gustave Eiffel, il explique dans tous ces trucs, que, vous voyez, il peut varier de 22 à le collecteur, mais le diffuseur, c'est 7 degrés en cylindrique. Voilà. Et ça aussi, c'est une première fois, et avec Lisa, le général Lisa a cherché aussi, on a discuté beaucoup. C'est Eiffel, en 1914, il a essayé une voiture de course, une Peugeot. Elle a fait le circuit de Lyon, elle n'a pas gagné, elle a fait deuxième, mais il y avait des problèmes de moteur, je crois. Et donc, mais quand on regarde les carnets d'essai, ils ont travaillé pas mal pour améliorer le coefficient de pénétration pour stabilité de la voiture. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Voilà, donc, comme je vous dis tout à l'heure, l'inauguration en 1912. La reprise du laboratoire par le STAE, Eiffel, en 1921, il s'est retiré. Et il a dit, voilà, parce que ses enfants, il y avait 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Mais ça ne les intéressait pas. Donc il a signé une convention avec le STAE, le service technique de l'aéronautique, qui a repris la gérance. Mais il a dit, vous voyez, en 21, il est mort en 23 à 91 ans. Et là, dans le contrat, dans la convention ou le bail, si vous voulez, Eiffel a dit, il faut reprendre le personnel, et moi je veux garder un bureau, je veux rentrer quand je veux et suivre les essais. Et ça marchait comme ça. En 29, la convention a été reportée par le ministère de l'Air et la Chambre syndicale de l'industrie aéronautique. Ils ont demandé, le STAE a demandé aux héritiers s'ils sont d'accord pour reporter le bail avec le chiffage, le coupement des industries. Et c'est ce qui a été fait. Et en 1983, on a eu un gros problème, hein, et j'ai senti que vraiment, si on ne fait rien, le laboratoire va disparaître. Et ça, c'était inadmissible parce qu'en 1962, à entrée Cranet, moi j'étais le plus jeune, et au cinquantenaire du labo, il m'a dit, vous la jeunesse, il faut carter ce temple de la science. Et j'ai dit, il faut faire quelque chose. Et finalement, j'ai trouvé des amis et des clients, et on a racheté en 1983 la société, et on a créé la société Aérodynamique Eiffel. On n'a pas acheté le bâtiment parce que c'était trop cher, on ne pouvait pas, mais on a acheté la SARL et qu'on a continué. En 1993, un autre problème que je vous expliquais tout à l'heure, et en 2001, on a vendu avec le général Gorge, qui est ici présent, le président Dubois, on a cherché des acquéreurs et on a discuté beaucoup avec l'avocat Vargoulier, je ne sais pas s'il est là, donc je crois qu'il n'est pas venu, et donc on a trouvé le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui gère la soufflerie. Et moi, quand je l'ai vendu,
Je dis, je veux quartier à bureau, je veux rentrer quand je veux et suivre les essais et avoir un parking en gâché. Hein, et ils sont acceptés. Et c'est pour ça que je suis encore là. Voilà. Donc si vous avez des questions... voilà. C'est un peu lourd, hein? Une heure. Ça. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Voilà. La conclusion, et c'est ça aussi, qui est quand même formidable. Vous voyez, la conclusion, je citerai l'extrait de M. Flandrin, c'est recteur d'État, secrétaire d'État de l'aéronautique à la Chambre des députés. Le 28 novembre 1922, il a prononcé ce discours. Je voudrais que vous vous souveniez que l'aérodynamique est née en France. C'est un grand Français auquel on ne rendra jamais assez hommage. Gustave Eiffel, qui, le premier par ses travaux scientifiques, a fixé dans le monde et pour le monde entier les règles de l'aérodynamique. Et ça, personne n'en parle. Et ça, c'est inadmissible. Merci d'en parler. Voilà. Merci Martha pour cette conférence très intéressante. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Martha, vous êtes toujours en contact avec la famille Eiffel? Oui. Ouais, je vais en parler tout à l'heure. 2 minutes. Alors, je voudrais dire 2 mots sur l'association Aéro Eiffel 100, parce que, bon, cette association a été créée, et puis Martin Butter est le président, et il y a parmi vous des membres, d'ailleurs, Gérard Larduel, Michel Compagnette, Bruno Chavez, Marie-Claire Poète, Jean-Claude Pâques et moi-même. Alors, est-ce que vous pouvez dire 2 mots de cette association? On a le temps, oui. Oui, oui. Ouais. Bon, oui, au centenaire, j'ai eu beaucoup de visites, comme je vous disais tout à l'heure, et j'ai rencontré monsieur Plisson, qui est un aviateur, qui est venu 2 ou 3 fois avec un groupe des aviateurs pour visiter le labo. Et on a discuté, et puis il dit, mais c'est bientôt le centenaire, il faut faire quelque chose. Je dis, moi je veux bien, mais bon, on va essayer. Alors on a regardé, et puis on a créé, on est parti. J'ai pris rendez-vous avec Bruno Chanetz et Marie-Claire de l'ONERA. Hein. J'étais allé les voir, ils sont là, et on a discuté, et puis on a décidé de créer Aérodynamique 100, Aéro Eiffel 100. Et puis ça marchait. Et puis on a commencé à regarder un petit peu, et on a pu faire un colloque. Et le colloque, on l'a fait à la DGAC, hein, et tout ça avec la famille Eiffel également. Donc la famille Eiffel, on a des contacts. Et pareil, merci à Bruno et à Marie-Claire de l'ONERA, parce qu'ils ont fait un travail fantastique pour nous faire organiser ça, et M. Plisson naturellement. Et après, bon, on a continué, et on a commencé à regarder pour faire des expériences, des conférences, et surtout des expositions. Et donc ça marche. Et maintenant, on est assez rodé pour faire ça. Donc, si vous voyez qu'on peut faire des conférences ou des expositions, n'hésitez pas à contacter soit Bruno Chanetz, soit Gérard Laruelle, qui est le spécialiste pour les jeunes. C'est lui qui montre aux jeunes qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans sa vie. Et je peux vous dire, on était à Montpellier au début de l'année. Malheureusement, c'était la grève des avions, on a loupé une journée. Mais quand même, quand on a vu là-bas les jeunes, hein, Gérard, il est occupé du matin au soir avec les jeunes. Ils ont tout autour, il a expliqué tout ça. Et vraiment, c'était fantastique. Hein. OK? Et donc, si vous êtes, voilà, on est prêt à connaître Eiffel. Voilà. Merci. Je vais demander au général Bob de bien vouloir se présenter pour la remise de la médaille aéronautique à Martin. Merci madame. Eh bien, après cette magnifique conférence pleine de passion, je crois que tout naturellement, nous allons remercier Martin Peter et de la meilleure des façons en lui remettant une récompense que lui a accordée notre République.
commencerai cette petite cérémonie par un souvenir personnel. En 1997, mon prédécesseur au GIFAS, où je venais d'être embauché à l'époque comme directeur administratif et financier, terminait sa passation de consigne en me disant « J'ai oublié de vous parler des bâtiments de la soufflerie Eiffel. Il faudra vous en occuper avec M. Pétain, qui en est le propriétaire directeur. » Inutile de vous dire qu'au moment où le GIFAS changeait à l'époque de président et de délégué général, je mis de côté ce dossier. Jusqu'au jour, après quelques mois, où je vis arriver dans mon bureau un très discret monsieur avec un léger accent alsacien me disant « Je suis Martin Peter, il faut que vous veniez voir la soufflerie, nous devons nous préoccuper de son avis. » C'est ainsi que Guy Rupier, le nouveau délégué général, et moi, avec l'aide constante et déterminante de Bernard Dubois, qui est parmi ce soir, nous allâmes à la découverte de ce bâtiment de la rue Boileau et de l'équipe qui la faisait vivre. Martin Peter nous fit visiter un endroit extraordinaire, rempli de machines, d'instruments, de maquettes, d'hélices, la plupart datant de plus de 100 ans. Nous avons été subjugués par cette présentation remplie de passion qui nous faisait découvrir au même moment le génie de Gustave Eiffel et l'incroyable attachement de Martin Peter à cet outil séculaire. Une autre petite anecdote. Avec l'accord du président du GIFAS, le regretté Jean-Paul Péchat, nous décidâmes peu après cette formidable visite qu'il nous fallait sensibiliser les membres du conseil du GIFAS à cette soufflerie. C'est ainsi qu'un des premiers jeudis du mois, date immuable où se tient le conseil, depuis d'ailleurs l'époque de Gustave Eiffel, nous invitâmes, messieurs les présidents, à monter en car, destination la rue Boileau. Je me souviens de la remarque d'un des plus éminents dirigeants de l'industrie aéronautique, toujours en vie, me disant avec un léger ton de reproche, au moment d'embarquer dans le car, « Mais pourquoi nous emmenez-vous là-bas » Et pourtant, tous ces présidents, directeurs ne cachèrent pas à leur retour leur admiration pour ce qu'ils avaient découvert. Même mon président récalcitrant du début me fit part de sa grande satisfaction d'avoir participé à ce déplacement. Tous, éblouis par leur visite, revinrent convaincus qu'il fallait aider le soldat Peter. Nous reçûmes le feu vert pour trouver une solution confiée à Bernard Dubois. En effet, plus nous avancions dans la réflexion sur l'avenir de ce site, plus nous nous rendions compte du rôle qu'avait joué et que continuait à jouer Martin Peter dans la conservation de ce témoignage de l'excellence industrielle française. Car près de 80 ans après la mort de Gustave Eiffel, la soufflerie de la rue Boileau non seulement était en bon état, mais elle continuait à servir l'industrie, et en particulier à cette époque, l'industrie automobile et le bâtiment. Les clients avaient été ou étaient Renault, Simca, Citroën et j'en passe. Et aussi des clients allemands comme Porsche et Audi. Je précise cependant que même si depuis 1965, l'industrie aéronautique s'était détournée de cet équipement en raison de la vitesse maximale, comme cela nous a été précisé ce soir, qui était limitée à 100 km/h et qui était jugée insuffisante
pour accompagner les besoins de la nation. Martin Peter restait très proche du GIFAS, où il a gardé de nombreux amis, en particulier au service comptabilité. Il faisait et continue de faire partie de la famille aéronautique qui l'entoure aujourd'hui. Revenons donc à vous, cher Martin, vous qui êtes le héros du jour, orphelin de père, pupille de la nation. Vous avez été embauché à l'âge de 22 ans, je crois par M. Chabonnat, le directeur de la soufflerie, après des études techniques et une période de 5 ans dans l'aéronavale. Vous avez passé toute votre vie professionnelle et votre retraite rue Boileau. Vous avez gravi tous les niveaux de cette société en étant d'abord technicien d'essai, puis l'assistant du directeur de la soufflerie et enfin directeur technique. En 1983, après le départ à la retraite à 73 ans de M. Romani, une grande figure scientifique, pour être sûr d'avoir la maîtrise de cet outil, vous avez décidé d'en devenir le propriétaire et d'y investir la plus grande partie de vos économies et des bénéfices de cette société dans le futur, avec l'appui néanmoins d'un investisseur suisse. Outre cet investissement personnel, vous avez réussi à mobiliser les services de l'État qui décidèrent de classer le bâtiment en 1984 et les dispositifs techniques en 1997. Lorsqu'on rentre dans le bureau de Gustave Eiffel, on a l'impression que ce grand monsieur vient de s'absenter. Tout est resté dans l'état depuis le jour de sa disparition, le 27 décembre 1923. Désormais, on était certain que cet emplacement ne serait pas livré aux promoteurs immobiliers avides de surface dans le 16e arrondissement. De 1983 à 2001, cher Martin, vous vous êtes battu avec votre petite équipe pour conserver et améliorer cette soufflerie, tout en mettant toujours en exergue les immenses qualités du Gustave Eiffel que vous nous avez présentées ce soir. Vous étiez heureux, et peut-être l'êtes-vous encore, lorsque vous faisiez visiter la soufflerie à une classe de collégiens en démontrant expérimentalement dans ce laboratoire le principe du mouvement relatif. Les forces exercées sur un corps au repos dans un courant sont égales aux forces que subit un corps qui se meut à la même vitesse dans l'air au repos. Pendant toutes ces années, vous n'avez pas compté vos heures ni votre argent pour maintenir en état cet outil qui démontrait que la France avait été en pointe dans la recherche et l'innovation industrielle, et nous en avons eu la preuve ce soir pendant la conférence. J'ajoute que votre inventivité sans limite et celle de votre équipe vous ont souvent permis de compenser un relatif manque de moyens ou l'ancienneté des outils à votre disposition. Vous avez même prolongé votre action après la vente en 2001 de la soufflerie au Centre scientifique et technique du bâtiment, en continuant de classer bénévolement toutes les archives laissées par Gustave Eiffel, de telle sorte que ces documents importants pour l'histoire scientifique de notre pays ne tombent pas dans l'oubli. Aujourd'hui, alors que nos hommes et nos femmes politiques cherchent des idées pour la prochaine élection présidentielle, ils devraient s'arrêter sur l'exemple que vous nous avez donné en consacrant toute votre vie au service de la recherche industrielle et ce, d'une manière largement désintéressée. Je voudrais d'ailleurs saluer votre épouse, Marie-Odile, et vos deux filles, qui ont été souvent privées de leur époux et de leur père, qui passaient ces jours et ces nuits dans la soufflerie pour terminer dans les temps les essais commandés par l'industrie. En résumé, tous vos amis
et toute l'assistance ce soir fait partie de vos amis, cher Martin. Pour tous vos amis, vous représentez la fidélité, le dévouement, la passion, le sens de l'humain. Vous avez montré qu'avec de telles qualités humaines, et même sans grand diplôme, on pouvait construire sa vie de manière très édifiante. Et puis surtout, sans votre obstination, on peut affirmer qu'aujourd'hui, la soufflerie Eiffel n'existerait probablement plus. Nous pouvons donc vous adresser un très grand merci. Pour toutes ces raisons, il était évident pour vos amis que la France devait vous récompenser. Ceci est enfin le cas aujourd'hui. C'est pourquoi je suis heureux et fier de prononcer cette formule. Martin Peter, au nom du gouvernement, nous vous remettons la médaille de l'aéronautique. Merci. Merci, mon général. Je suis vraiment confus, je ne sais plus quoi dire. Mais vraiment, vous avez fait l'éloge, je ne pensais pas. En tout cas, je voudrais quand même ajouter quelques mots, pas longtemps, pour remercier tous les gens qui m'ont aidé. C'est vrai, hein, ils sont là-dedans aussi. En particulier, déjà, le musée d'Orsay, il a un fonds Eiffel formidable qui Isabelle me permet de regarder tout ça avec Fabrice. Hein, il m'installe bien et puis vraiment, je suis bien reçu là-bas et ça m'aide beaucoup parce qu'il y a des archives qui sont restées chez moi, il y en a d'autres qui sont là-bas. Bon, qu'est-ce qui m'a aidé encore? Monsieur Renfou, je ne sais pas s'il est là, Astato, le président de Astato, c'était fantastique. Il m'a poussé à carter tout ça. Mais seulement, je peux vous dire, en 83, vraiment, je n'ai pas eu perdre la mémoire et je ne savais plus à quel sein me voulait parce que j'ai dit, si je ne fais rien, la soufflerie va partir, on la perd. Et finalement, comme vous avez dit, je travaillais beaucoup avec les firmes étrangères et c'est la firme Audi, le directeur technique qui s'appelait M. Hassler, qui j'ai contacté, qui est venu me voir, et puis un industriel suisse, un ami à lui, et puis qui est devenu ami avec moi. On a discuté longtemps ensemble et tout ça, et c'est tous les trois, tous les deux, avec l'industriel et moi-même, on a acheté la soufflerie, la SARL, hein, pour la sauver. Et donc c'est parti. Et après, bon, il y avait beaucoup de travail, et finalement, mais j'avais des industriels qui m'aidaient beaucoup. Hein, j'avais Porsche qui venait aussi, j'avais Peugeot Sport, la Citroën Sport, la Saint-X, on a fait pas mal de voitures, les bâtiments, on a soufflé le stade de Montréal, fait avec des architectes, on a fait beaucoup de choses. Mais toujours, c'était vraiment... Et comme vous avez dit, c'est vrai, ma famille a peut-être souffert beaucoup, parce que souvent, je disais à 9h, je suis à la maison, mais j'étais rentré à 1h du matin. Parce qu'avec les Allemands, c'était à travailler. T'avais un ingénieur qui était formidable, qui s'appelait Rodriguez, on l'appelait Spiti. Vous savez, la souris qui court partout. Hein, et du matin au soir, il courait, et puis il savait jamais arrêter. Hein, il fallait lui couper le vent pour qu'il s'arrête. Sinon, c'était la nuit entière. Donc voilà, et le directeur technique pareil, quand il venait, on passait le week-end ensemble et puis on discutait, on travaillait. Donc voilà, donc j'étais vraiment épaulé par tout le monde et après j'ai rencontré donc Londera, Bruno Jeannette, Marie-Claire, Gérard Laruelle et on a formé un couple et puis il y avait M. Plissot au départ qui était avec et tout ça on a fait vraiment un travail formidable. Et après j'ai rencontré Philippe Coupry-Eiffel. Bon, il n'est pas là aujourd'hui. Il a un message. Donc il m'a dit qu'il essaye de venir, mais il n'a pas pu venir. Donc je me suis mis avec les amis de Gustave Eiffel, on fait des conférences, on fait des choses. Daniela qui est là, c'est la secrétariat des amis de Gustave Eiffel qui organise un peu tous les rendez-vous et tous ces trucs qu'il y a à faire. Voilà. J'oublie peut-être certaines personnes. Président Dupas, merci beaucoup pour tout, hein, parce que vraiment, vous avez fait aussi un travail qui m'a épaulé, qui m'a aidé beaucoup. Voilà. Et puis, donc, je termine très vite. Et je vois qu'il y a un jeune expérimentateur du labo qui est ici, Michel. Hein, eh ben, je vous souhaite bon courage
Et puis surtout, allez-y, ça vaut le coup. Hein. Donc, n'hésitez pas. Voilà, merci pour tout. Et je voulais peut-être... Donc, je voulais dire aussi un mot. C'est Jean Corissi qui est mon bras droit, parce que j'ai tellement de travail, et souvent je l'appelle au secours, et il vient, et puis il me fait les trucs, les mails et tout ça, il s'occupe de tout ça. Hein, il me fait les lettres, il me fait tout ça. Formidable. Merci Jean. Hein. Voilà. Merci à Martin. Avant de passer derrière pour prendre le cocktail en son honneur, j'invite la famille de Martin et les amis de l'association Gustave Eiffel, la mairie du 16e, donnera le musée d'Orsay à venir pour faire une photo, s'il vous plaît. Et après, je pense qu'on pourrait même faire tout le monde ensemble ici, ça va être merveilleux. Bien sûr, Martin.